Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre téléachat préféré du matin. Et en même temps, si ça vous intéresse d'avoir un point météo, ici vers la Normandie, un temps maussade devrait s'installer. Des normales saisonnières autour de 19 degrés seront présentes, surtout au nord du Pas-de-Calais, là où tout le monde s'en Alors, et ça tombe bien, en parlant de rapport coïto consenti, nous allons commencer au premier produit. Et car nous sommes à la télé, nous avons beaucoup de moyens. Transition. Waouh! Et c'est beau, hein, en vrai, c'est de super couleurs. Et en même temps, j'ai un peu aucune idée de qu'est-ce que c'est. Du coup, c'est pour ça qu'on accueille notre invité du jour, professeur Pierre, expert. Bonjour. Expert, non, je dirais, je connais plus l'automobile, moi, mais je vais faire preuve de bon sens. Qu'est-ce qu'on a là? Hop là. Alors, excusez-moi, je crois qu'il manque une partie sur votre fronde. C'est ça une fronde quoi à la base en fait, vous voyez? Non, excusez-moi là, je dois vous arrêter. Rien à voir avec une fronde, vraiment, vous allez blesser quelqu'un, faites attention. C'est le Loki Wave 2 en fait, c'est un masseur prostatique vibrant. Et oui, pour le... Ah, ça se met dans le... Hop là! Et ça, wouh! Eh, c'est super. Ah, d'accord! Bon, bah cool! Qu'est-ce qu'on a? Oh, pardon. Waouh, j'ai jamais vu un si beau taille-crayon. Bah ouais, c'est ça, il y a un tourbillon à l'intérieur, j'imagine que... Bon, je comprends rien à cette histoire. Vous pouvez me... Je sais exactement ce que c'est, puisqu'en fait, c'est le F1S comme sport, et c'est la version 3. Effectivement, la version 3 est 2 fois plus puissante que la version 2. Et elle est interactive, puisque sur l'application, tu peux le gérer à distance. Je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez. Oh. Ah bah là, vous allez vous faire tailler comme jamais, hein, lustré comme un Jacob de Lafont, je vous le dis. Hein. Le robinet, le bordel, ça va être chromé, vous verrez votre reflet dedans, carrément. Voilà, je suis parti loin peut-être là, non? Pas de souci, je vais juste vérifier un truc, j'ai oublié ça là-bas. Et ça, c'est tout nouveau, par exemple, c'est une nouvelle manette de Wii qui vous permettent d'avoir des vibrations qui sont pas des vibrations normales, c'est des vibrations incroyablissimes. Et là, c'est sur 3 points en même temps. Et a priori, ça, c'est une vraie dinguerie. Hop là. Qu'est-ce que... Non, c'est pas ça, c'est pas un déguisement de dindon? Arrêtez. All Over Body Massager. Vous pouvez masser tout votre corps avec ça, surtout et là. C'est extrêmement lourd, je ne comprends pas pourquoi. Alors ça, techniquement, c'est des énormes économies sur un abonnement Basic Fit. Alors oui, je vous explique, parce qu'en fait, c'est pour vous muscler le périnée. Et bien, grâce à ces 6 boules qui font des poids différents, ça vous permet de, finalement, muscler votre périnée comme à la salle, quoi. Et c'est important de se muscler le périnée. C'est des haltères à chatte, en fait. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez bien compris que c'était d'offres qui sont cumulables. C'est quand même fou dingue, pardon, hein. 20% que je vous offre avec le code Chabrier, plus les pourcentages qui sont déjà en promo sur le site. Et ça, par contre, ça part très très vite, hein. Un dernier mot pour la fin? J'ai compris que c'était pas un micro, c'est bon, j'ai compris. Allez, ciao en tout cas, bonne soirée. Gratuit, moi je... Hop. Bonjour à toutes et à tous. La lumière. Eh oui, la lumière. Voilà, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format qui va parler de plein de choses. Alors toujours autour du thème de la bagnole, mais qui sera aussi un prétexte à pouvoir aborder d'autres sujets et d'autres passions qui m'animent comme le cinéma et encore plus une troisième passion, le cinéma d'horreur. Je me suis dit pourquoi ne pas commencer par un sujet qui m'anime tout particulièrement, qui plus est, hier c'était Halloween, t'as capté le petit lien, voilà le décor, on essaie de faire ça bien. Bon bah si vous regardez cette vidéo alors qu'on est en janvier, eh ben, joyeux Noël et bonne année. En fait, ce sujet, c'est un peu un prétexte pour que vous puissiez poser vos questions en commentaire. Alors, pas forcément en rapport avec le cinéma, pas forcément en rapport avec que la voiture. Ça peut être des questions sur les motos, par exemple, puisque j'ai très envie d'aborder ces sujets avec vous. D'ailleurs, très prochainement, dans le mois, il y a un sujet moto qui arrive. Il n'est pas impossible que vous voyez une moto qui n'a rien à foutre en Y. Voilà, moi, l'objectif, c'est de répondre à toutes ces questions et d'aller en quête, car c'est le titre du format, au cas où vous l'auriez pas remarqué, d'aller en quête des questions que vous me posez et de trouver les réponses du coup. Donc là, moi j'avais envie de commencer par un thème puisque c'est le début d'une série, donc forcément les gens vont pas poser de questions, vous comprenez? Quelle est la place de la voiture dans le cinéma d'horreur? Alors attention, ça paraît être une question à la fois très précise et donc pas très intéressante et à la fois très vague, mais ne vous inquiétez pas, en fait c'est juste un prétexte pour parler de bagnoles, pour vous faire découvrir des bagnoles, des histoires de bagnoles, des histoires de marques, des histoires dans le cinéma, des anecdotes dans le cinéma. Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai été dans le cinéma, j'ai travaillé pendant quelques années en tant que directeur de la photographie, donc j'ai quelques compétences qui me permettent d'en parler et de savoir un petit peu où je vais sur tous ces sujets-là. Vous attachez pas trop au décor parce que l'objectif c'est qu'il change quand même prochainement. Là, je voulais d'abord faire un essai de ce format, voir s'il vous plaît. Bon bah sinon, de toute façon, il y a un nouveau décor qui va arriver prochainement puisque je sais pas si vous savez, j'ouvre mon complexe de divertissement autour de l'automobile et du coup, bah j'irai streamer depuis là-bas, donc j'aurai un nouveau studio, etc., quoi. Voilà, donc ça, quoi qu'il arrive, ça va changer à un moment ou à un autre. Mais peut-être qu'il y aura un décor dédié à cette émission, par exemple. Proposez si vous avez des idées. En vrai, là, c'est vraiment un format interactif. Hein. L'objectif, c'est de discuter, mais d'une vidéo à l'autre. Ah, pour discuter vraiment, il y a Twitch. Hein. Il y a un moment, les gars, si vous voulez vraiment discuter, il y a Twitch. Bref, quoi qu'il en soit, commençons. Bon, donc dans ce format, on va parler
de la voiture dans le cinéma d'horreur. Très précisément, parce que sinon la voiture au cinéma, on peut en faire littéralement 14 épisodes. Donc si d'ailleurs vous avez des thèmes particuliers, que ce soit la comédie, le cinéma fantastique ou encore d'autres choses, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Et je me ferai un plaisir de faire un épisode dédié aux véhicules dans le genre que vous avez envie que je traite, tout simplement. La voiture, enfin le terme d'automobile existe depuis 1875, donc ça fait quand même un sacré bout de temps. Et le cinéma naît à peu près en même temps, vers 1891, où le premier brevet autour d'une machine qui peut projeter des trucs, en fait, est déposé, quoi. D'ailleurs, il y a une sombre histoire de vol entre Edison, entre les frères Lumière, bon voilà, enfin c'est sombre, mais l'objectif c'est juste de vous dire que le cinéma est né à peu près en même temps que la voiture. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on crée des trucs qui roulent pour se déplacer, donc on crée un peu cet outil de liberté qu'on connaît actuellement, et puis on est en train de créer au même moment, en fait, des trucs qui filment des trucs, voilà, et qui après les projettent. Alors va falloir se remettre dans le contexte un petit peu, comprendre qu'à l'époque c'était pas quelque chose de naturel, et vous allez le comprendre avec l'anecdote que je vais vous donner tout de suite. Les cinéphiles d'entre vous la connaissent peut-être déjà. Les gens au début filmaient un petit peu tout et n'importe quoi, puisque quoi qu'on filme c'était extraordinaire. La preuve en est, les frères Lumière, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ont été un petit peu précurseur, si ce n'est créateur, de la première réelle salle de cinéma dont on entend parler encore aujourd'hui et dont on va de temps en temps. Si ces billets arrêtaient d'augmenter de prix, ce serait quand même chouette, même si c'est cool de soutenir l'industrie, il y a un moment, pas besoin d'acheter le siège, j'ai juste besoin d'aller voir un film, quoi. Et cette anecdote du film appelé L'arrivée d'un train. Ah ouais, quand je vous dis qu'on filmait tout et n'importe quoi, il y a un moment, c'est en fait juste un train qui arrive face à l'écran dans la gare de La Ciotat. Et en fait, a fait paniquer les gens dans la deuxième salle construite par les frères Lumière. Et oui, parce qu'en fait, ils avaient l'impression que le train arrivait vraiment dans la salle. Donc il y a des gens qui ont eu peur. Ah, ça c'est pour vraiment vous remettre dans le contexte qu'au début, c'était pas gagné, que ça marche le cinéma. On n'était pas sur... Et puis finalement, les gens ont adoré ressentir des émotions finalement. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'une des premières émotions évoquées dans le cinéma, c'était la peur? C'était juste pour vous donner un petit peu d'anecdote et situer dans le contexte que au début, on filmait un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc très rapidement, on a voulu filmer du coup des trucs qui bougent, des voitures par exemple, voire des trucs en mouvement, et donc depuis une voiture. Et en fait, les voitures ont vite été quand même un sujet, puisque elles devenaient de plus en plus présentes. Et on en revient toujours aux bases avec cette Ford T, parce que Monsieur Ford, évidemment, il avait inondé le marché avec ses bagnoles, et donc c'est Ford T. L'industrie du cinéma a quand même subi un sacré essor, oui en France, mais aussi énormément aux États-Unis. Donc vous allez pas être surpris, effectivement, le cinéma, on va beaucoup parler des États-Unis. Et donc du coup, les Ford T étaient très présentes, notamment dans le cinéma muet au début, parce que juste c'était là quoi. Il y avait que ça en voiture, donc. Sauf que moi je vais pas vous faire un cours entier sur l'histoire du cinéma. Moi je vais vous parler de bagnole. Et donc l'objectif, c'est de vous dire que la bagnole, à un moment, elle a quand même eu son incursion dans le cinéma. Sauf que nous, notre thème aujourd'hui, c'est le cinéma d'horreur. Et le cinéma d'horreur, finalement, ça n'a pas du tout été le premier genre de cinéma à naître. Même si, évidemment, il y a eu des films connus comme Nosferatu, un des premiers vampires où ils ont joué de la mise en scène avec une ombre contre le mur, tout ça, t'as capté. Bon voilà, c'était pas vraiment du cinéma d'horreur, le genre était pas vraiment né. Oui, ça faisait un peu peur, mais on n'en faisait pas des tonnes de films. On préférait rester sur du factuel, du western. On filmait quand même des trucs assez basiques au début. Parce que comme je vous le disais avec cette histoire de train, il fallait commencer à faire comprendre aux gens que les images déjà qu'on filmait étaient pas vraies, mais que on pouvait créer une histoire complètement imaginée grâce à ces images, et donc on avait des nouveaux outils, notamment le montage, notamment la lumière, notamment des effets spéciaux, qui nous ont permis de mettre en image des histoires. Sauf que il y a des codes qu'il faut respecter pour que les gens comprennent ces histoires. Et ça a mis beaucoup d'années à se mettre en place, et beaucoup d'années à être compris. Alors aussi bien par les techniciens que par les gens qui regardaient, parce que la technique aussi, elle a dû bien évoluer. Je vous dis pas que tout était très facile à filmer dès le début. Donc comme je vous disais, Nosferatu en 1920, Dracula en 1950, enfin de l'eau coule sous les ponts. On commence à mieux comprendre comment on met en scène, on commence à mieux comprendre les codes, et donc le cinéma d'horreur arrive vraiment à prendre sa place. Psychose, Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, ou encore The Night of the Living Dead de Monsieur Romero. Tous ces noms, normalement, devraient vous parler un petit peu si vous êtes cinéphile, et si vous ne l'êtes pas, normalement, ils sont suffisamment rentrés dans la culture pop pour que vous en ayez déjà entendu parler. Et donc les metteurs en scène de films d'horreur se rendent compte que pour faire peur aux gens, c'est de plus en plus compliqué, parce que ça y est, les gens commencent à comprendre les ficelles scénaristiques, que quand une caméra filme de telle façon, ça nous met la pression et donc on sait qu'il va se passer quelque chose. Donc pour les surprendre, c'est de plus en plus compliqué. Et pour ça, les réalisateurs vont devoir ruser un petit peu et aller chercher dans le quotidien des gens pour pouvoir leur faire peur de façon plus réaliste plutôt que de montrer que des monstres. Il y a un moment, il fallait la chercher dans le quotidien, dans le réel. Et dans le quotidien, qu'est-ce qu'on avait de plus en plus? Les bagnoles. Et donc finalement, ça y est, on arrive à une époque, dans les années 80, où on commence vraiment à pouvoir lier un petit peu plus la voiture au quotidien des gens. Et donc, ça peut être un outil dont les réalisateurs vont se servir pour pouvoir véhiculer une émotion, la peur. Alors que ce soit comme un accessoire, comme un second rôle, comme un chemin vers la peur, ou même comme un premier rôle, parce que vous allez le voir, il y en a quelques-uns, des films qui ont pris une bagnole comme
premier rôle carrément, eh bien la voiture commence à être un peu partout dans le cinéma, et donc dans le cinéma d'horreur. Alors on va commencer très simplement et un petit peu dans le dur par un film qui s'appelle The Car, la voiture. Là je peux pas faire plus simple, c'est un film sorti en 77, réalisé par Elliot Silverstein. Alors nous, en fait, en France, on l'a traduit pas par la voiture. Ce serait dommage parce que c'est vraiment facile à traduire. Non, on a appelé ça Enfer mécanique, nous, par chez nous. C'est discutable. Alors vous allez le voir, il n'y a pas que nos titres qui sont discutables. Les titres québécois, ils sont pas dégueux non plus. Et donc, comme je vous disais, l'horreur se démocratise et prend place dans le quotidien des gens. Et la voiture intriguait aussi beaucoup, puisque c'était assez nouveau, avec des guillemets. En tout cas, la démocratisation de la voiture était assez nouvelle. Et les Américains, ils adoraient la bagnole. En fait, ils aiment tellement ça, la bagnole d'ailleurs, et le cinéma, les Américains, qu'ils ont créé carrément un genre à part entière qui s'appelle le road movie. C'est vraiment, pour ceux qui savent pas, un film qui prend son intrigue vraiment sur un voyage, un périple, une cavale, peu importe, tant que ça se fait en bagnole ou en moto, c'est un road movie. Bref, à part tes fêtes, on en revient sur ce film dont le protagoniste principal est une voiture tueuse. On n'était pas encore tout à fait dans les années 80, donc on pouvait encore jouer un petit peu des dingueries farfelues comme ça. Vous allez voir, c'est pas la seule qu'il y a, loin de là. Mais du coup, on se retrouve avec cette voiture tueuse. Et donc, il fallait une voiture qui faisait voiture méchante. Et la voiture infernale du film n'est rien d'autre qu'une Lincoln Continental Mark III. Alors là, comme ça vous dit très probablement rien, mais cette voiture est très intéressante. Déjà parce que dans ce film, la voiture a été modifiée par George Barris, qui n'est rien d'autre que le mec qui a créé la Batmobile, mais surtout parce que la voiture en tant que telle a une vraie histoire. Lincoln, eh bien c'était le département luxe de chez Ford. Donc eux, ils créaient vraiment des grosses berlines pompeuses, confortables. Et en fait, l'histoire de cette voiture est intéressante parce qu'elle est née d'un caprice de fils unique. Henry Ford avait un fils unique qui s'appelait Edsel Ford, et il avait envie de partir en vacances de printemps. Et il avait pas envie de prendre une Lincoln qui existait déjà. Oh, en vrai, j'ai la même voiture que tout le monde, c'est trop chiant. Est-ce que vous pouvez pas me créer une voiture avant mes vacances? Genre, juste pour moi, s'il vous plaît? C'est vraiment ce qui s'est passé. Je sais pas à quoi ça ressemblait, cette scène, à l'époque. Bonjour, mon brave. Oui, je dois partir en vacances de printemps très prochainement, et je souhaiterais avoir une voiture qui ne ressemble à aucune autre. Voilà. Comment ça, on a déjà des Lincoln? Oui, je sais, bien sûr. Moi, j'en aimerais une particulière, voyez, une juste pour moi. C'est pas rentable, j'ai l'information. Oui, mais c'est moi qui paye, donc je fais absolument ce que je veux. Faites-le. Il a demandé de prendre une base de Lincoln Zephyr et puis d'en faire un truc un peu spécifique, et puis ils ont réussi à le faire. Et du coup, il est arrivé en vacances, hyper content avec sa nouvelle voiture toute neuve que personne n'avait jamais vue, et ses potes étaient super contents et il l'a trouvé trop cool, donc ils ont dit on peut l'acheter? Et il a dit attendez 2 secondes, j'appelle. Allô, oui, en fait, je peux en vendre 1000, moi, des bagnoles comme ça, je m'en balèque, d'accord? Donc lancez la prod. Moi, je suis en vacances, mais lancez la prod d'une nouvelle bagnole, franchement, trop bien, merci les refs. Et du coup, avant même qu'ils rentrent de vacances, ils ont lancé la prod de cette nouvelle bagnole, sans les moules, parce qu'ils avaient pas eu le temps de faire les moules, donc du coup, ils l'ont fait à la main, et en fait, ça a été un peu un banger parce qu'il en a vendu quelques-unes, et voilà comment est née cette voiture. Alors ça, c'était la marque 1, mais vous avez bien compris que nous, on en était à la marque 3, et entre les deux, ça veut dire qu'il y a eu la marque 2. Et la marque 2, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pété un boulon, et puis ils ont décidé de créer la voiture la plus chère du monde à cette époque. À savoir qu'elle coûtait $10 000. Une Ford à peu près normale s'achetait en dessous de $2 000. Et c'était déjà un produit de luxe parce que c'était une voiture. Mais là, $10 000, c'était beaucoup. Il y avait des maisons qui valaient ce prix-là. Effectivement, c'était un échec. Donc, ils ont décidé de se rattraper sur la marque 3, où ils ont trouvé quelque chose seulement à $6 000 qui permettait de le rendre un peu plus accessible. Et donc là, ça a un peu mieux marché. Oui, alors, à $6 000, on retrouvait quand même déjà des bonnes options qu'il n'y avait pas partout. La climatisation, la radio FM, et puis l'autolube. L'autolube. Parce que en fait les voitures elles se lubrifiaient pas toutes seules à l'époque. Il y avait pas mal de choses à graisser et huiler seules. Et donc là ils avaient créé la possibilité de le faire. En fait tu mettais un bocal d'huile et ça s'auto-lubrifiait tout seul, ce qui est plutôt bien en fait. Et donc avec cette voiture un peu plus accessible, mais pas trop quand même, on touche en fait que les riches bourgeois qui ont du pouvoir et donc qui ont des voitures qui font peur. C'est globalement à peu près comme ça que ça se voit, puisque c'est des voitures immensément longues avec leurs très grands capots, puisqu'elles ont un V12 à l'intérieur, et puis elles sont très larges avec des ailes extrêmement galbées, parce que c'était la mode, et puis les grosses roues à l'arrière, qui étaient inclus dans la carrosserie, qui donnait vraiment cette apparence de voiture de gangster. Donc c'est des voitures qui font peur, voilà pourquoi elle a été choisie pour ce film. Et donc pour faire ce film, il a fallu pas moins de 7 voitures. Ils ont dû en avoir 7, et ils les ont toutes détruites. Alors, c'est pas tout à fait vrai, à la base ils en avaient 6 pour le film, ils les ont toutes détruites, puis M. Barris il en a refait une 7e, parce que c'était un petit peu cool, il voulait l'offrir à Universal Studios, puis en fait non, il l'a revendu, et il s'est fait de l'oseille, et voilà, ça se passe très bien la vie. Bon, globalement, pour en revenir au film, il faut que je vous le pitch très rapidement, c'est une voiture tueuse, il y a une enquête, on comprend plus ou moins ce qui est en train de se passer, et puis donc on essaie de tendre un piège à cette voiture, et puis on résolut le problème, voilà. Du cinéma basico-basique, mais du cinéma comme on l'aime, parce qu'il a inspiré énormément, et notamment nous suit jusque dans notre pop culture actuelle, puisque par exemple dans l'épisode 18 de la saison 2 de Futurama, nous avons Bender qui se transforme en voiture Garou, et c'est cette voiture.
Et après une voiture qui a pris carrément le premier rôle d'un film, on va se retrouver dans un film un petit peu différent en 1983 qui s'appelle Christine de John Carpenter, qui a un rôle principal incarné par une voiture. Mais alors là, c'est encore plus qu'une voiture puisqu'elle s'appelle carrément Christine, quoi. Vous allez la retrouver plusieurs fois dans cet épisode, cette voiture, qui n'est rien d'autre qu'une Plymouth Fury rouge. Alors le pitch, en fait, c'est une voiture qui prend possession de l'ado qui l'achète et qui du coup le transforme doucement mais sûrement en quelqu'un d'extrêmement badass, mais qui du coup après est jalouse parce qu'il tombe du coup amoureux d'une meuf et qu'en fait la voiture c'est une meuf aussi, visiblement, et du coup elle est jalouse de la meuf et du coup elle veut tuer, mais en fait du coup lui il s'allie avec la meuf et en fait du coup ils combattent la voiture. Voilà. Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la marque Plymouth, elle a disparu depuis 2000. Et en même temps, en vue de la galère de prononciation de leur putain de marque, c'est pas étonnant. Mais quoi qu'il en soit, entre les années 40 et les années 60-70, bah cette marque, ça a été un énorme banger. Rien d'autre que 3e marque avec le plus de volume de vente derrière Chevrolet et Ford. Donc c'est pas dégueulasse. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce nom Plymouth, là, vous dit un petit peu quelque chose, j'espère. Peut-être pas. Mais maintenant, oui. Comme pour notre Lincoln Continental, la Plymouth Fury est le haut de gamme du Max de Plymouth. Mais c'est le haut de gamme sportif, parce que c'est rien d'autre que la déclinaison de la Plymouth Belvedere. Ils avaient des noms à l'époque, hein, je suis désolé, je trouve ça un peu cool. Hein. La Fury, parce que c'est une sportive, donc elle a la Fury, t'as compris. Et Belvedere, tu vas te mettre sous des lampadaires sur les hauteurs d'Hollywood à regarder la vue. Il faut savoir que nous, dans notre inconscient, les Américains, elles ont toutes des V8. Mais ça n'est pas là depuis le début, loin de là. Et du coup, pourquoi cette voiture est intéressante? Parce qu'elle introduit le premier V8 de l'histoire de la marque Plymouth, la Belvedere, et donc par la suite, la Fury. Et évidemment, toute cette gloire ne dure qu'un temps, puisque arrive en 1973 la crise pétrolière, qui amène Chrysler, à qui appartient Plymouth, est en grosse galère. Ils doivent faire des choix, en fait. Chrysler, le groupe, ils doivent choisir. Et le truc, c'est qu'ils ont quelques marques, genre Dodge. Bon, le Dodge, on le sait, c'est pour les jeunes. Chrysler, c'est confortable, c'est un peu plus pour les vieux. Le problème, c'est que Plymouth, on sait pas ce que c'est cette marque. On dirait Audi, le bordel. BMW, tu sais que c'est sportif. Mercedes, tu sais que c'est confort. Mais Audi, qu'est-ce que c'est Audi? Eh ben, c'est un peu le Plymouth du groupe Chrysler à l'époque. Et il faut qu'ils fassent des choix. Bon, écoute, Plymouth a vécu sous perfusion pendant quelques années. Le problème de la marque à la base, c'est qu'elle misait sur le volume de vente et pas la qualité. Et d'ailleurs, la mauvaise image qu'on a de la conception des Américaines qui nous suit jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas Tesla? Je pense qu'elle vient à peu près de ces années-là, où vraiment l'objectif c'était juste de faire de la masse, du volume et donc de pas se concentrer sur la qualité de conception. Donc on se retrouvait avec des trucs assemblés avec des jours comme ça entre les deux, hein. C'était funky. Arrivé dans une ère où la clientèle a besoin d'un petit peu plus, Plymouth décède doucement mais sûrement. On en arrive d'ailleurs à une anecdote intéressante puisqu'en 1957, l'État d'Oklahoma fête ses 50 ans. Et du coup, il décide de marquer le coup. Et donc, dans la grande ville de Tulsa, il décide d'enterrer une capsule temporelle dans laquelle il y aurait une Plymouth Fury avec de l'essence, au cas où on ne sait plus ce que c'est dans 50 ans. Parce que l'objectif, c'est que cette capsule temporelle, elle voyage dans le temps et qu'on la déterre seulement 50 ans après, en 2007. Donc, on met cette petite voiture avec son essence dans un gros coffrage béton et puis on l'enterre en se disant, vous verrez, dans 50 ans, la voiture n'aura pas bougé, elle sera impeccable. Bon, du coup, spoiler alerte. Non. Et une fois tout ça enterré, Boiserie n'a rien inventé, il y a un jeu concours pour faire gagner une bagnole. Sauf que là, il faut juste deviner la population qu'aura la ville de Tulsa en 2007. Il y a un monsieur qui gagne et tout, trop bien. Qu'est-ce que j'ai gagné, monsieur? Vous avez gagné une voiture, bravo. Le problème, c'est qu'on peut la déterrer que dans quelques années. J'espère que vous serez encore là. Et non, il est mort en 1979. Donc, du coup, c'est ses sœurs qui ont hérité de ce cadeau. Et puis, du coup, en 2007, on déterre tout ça. Et puis, on découvre que le coffrage béton était pas très bien fait, que de l'eau s'est infiltrée, que donc toute la bagnole a baigné dans la flotte pendant quelques années, hein, et donc qu'elle est flinguée. Voilà. Ah non, c'est pas tout. Il y a un monsieur Foster qui avait une grosse entreprise d'anti-rouille qui décide de surfer sur la com du coup, et de dire attendez, moi grâce à mon anti-rouille magique, je vais restaurer la voiture. Et c'est ce qu'il fait. Enfin, sauf que du coup ça prend du temps et que du coup ça ne change rien au moteur qui est flingué. Donc il y a plus de rouille, c'est super, mais la voiture redémarre pas pour autant, donc elle sert à rien quoi. Hein, donc là elle est toujours actuellement à ses deux sœurs et elle sert à rien, mais elle a traversé le temps. Mais elle sert à rien. Bon, mais c'est loin d'être la seule chose intéressante avec ce film, puisque pour en revenir un petit peu à Christine, l'objectif était d'humaniser au maximum la voiture. Alors encore plus que dans The Car juste avant, puisque là l'idée c'est carrément de la rendre humaine quoi. C'est-à-dire si on cendre par exemple sur les sièges, elle a mal, donc elle est pas contente. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que ce film est donc évidemment tiré d'un roman de Stephen King, qui a vendu les droits avant même de sortir le roman. Ah ouais, il savait que les Américains et la folie d'automobile, ça allait servir à quelque chose, et puis il a eu raison, hein, puisqu'effectivement c'est des films qui marchaient plutôt bien. Il a carrément juste vendu tout avant même de sortir le livre. Et après il a sorti le livre, et ça a très bien marché aussi d'ailleurs. Ah, le boog il est pas mauvais. Hein. Pour les anecdotes du film, on a eu besoin de 25 Plymouth
Fury. Déjà, à l'heure actuelle, c'est pas mal, mais alors à l'époque, c'était costaud comme prod de film. Et puis dans ces films-là, il y a des cascades. Et c'est intéressant, puisque à l'époque, on était dans le b.a.-ba quand même. On apprenait à filmer des voitures de dedans, de dehors, comment, avec quel matériel, qu'est-ce qui marche le mieux. Et donc pour les cascades, des fois, on avait recours à des solutions un petit peu compliquées. Comme par exemple, on avait juste teinté toutes les vitres en noir, et pas teinté, hein, genre on avait complètement occulter toutes les vitres, y compris le pare-brise, pour pas qu'on voit le cascadeur qui conduit à l'intérieur, puisque la voiture elle est censée conduire sans chauffeur et vivre sa vie toute seule. Donc il fallait pas qu'on voit le chauffeur. Mais du coup, si on teinte complètement les vitres, le chauffeur non plus, il voit plus le dehors, qui est extrêmement dangereux. Et oui, il a failli y avoir beaucoup d'accidents sur le tournage à cause de ça. Donc bravo à ce cascadeur, dont je n'ai pas retrouvé le nom, mais cœur sur toi. Hein. Je sais pas comment des idées comme ça peuvent passer. L'alcool ? Oui. Et puisqu'il fallait 25 bagnoles pour le tournage du film, des moins fiables, comme je vous l'ai dit, il fallait un garage pour les réparer. Et du coup, ils ont pris le décor qui servait de garage pour le film, et ils en ont fait un vrai garage à côté, dans le même décor, qui servait vraiment de garage pour réparer les 25 Fury qui tombaient sans cesse en panne sur le tournage. Voilà. Et d'ailleurs, pendant le tournage, la scène où Leif, je sais pas comment ça se prononce, elle rejoint son pote Dennis là dans le bulldozer, Carpenter en fait il comprenait pas bien, il y avait un truc qui était bizarre avec l'actrice. En fait, elle avait envoyé sa sœur jumelle Caroline sur le tournage pour faire la séquence à sa place. Ah il savait faire des blagues à l'époque, hein, ça se marre à max. Ouais, alors celle-là je l'avais pas, tu vois, par exemple, d'anecdote. Alors top, attention, c'est un monstre du cinéma d'horreur. Attention, c'est un monstre du cinéma d'horreur en 1980, je répète, où la scène d'introduction est un immense plan séquence d'hélicoptère qui filme une jolie petite coccinelle, enfin une Volkswagen Type 1, roulée sur une route de montagne et arrivée à un hôtel. Oui, vous l'avez sûrement en commentaire, effectivement, c'est bel et bien Shining. Effectivement, il n'y a pas énormément de voitures dans ce film, mais déjà il y a un monstre de l'automobile, la Volkswagen Type 1, donc la coccinelle, la Beetle, comme on pouvait dire quelquefois. Bref, vous avez compris de quelle voiture on parle. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, le film commence par ce magnifique plan séquence avec cette musique qu'on connaît tous, où on est dans les sapins. On voit même d'ailleurs l'ombre de l'hélicoptère à un endroit parce que à un moment, c'était pas si facile de filmer à l'époque et de supprimer un truc en post-prod. Donc l'ombre d'hélicoptère est là, mais en tous les cas, on suit cette Volkswagen jaune qui en fait est intéressante à deux égards. Le premier pour ce qu'elle veut dire en cinéma et le deuxième pour ce qu'elle veut dire dans l'histoire de l'automobile. On va donc d'abord parler de cinéma parce que c'est plus rapide. Comme vous l'avez vu par exemple avec la Lincoln ou encore la Plymouth, eh bien dans le cinéma, on a besoin d'avoir la gueule de l'emploi. Et les réalisateurs, aussi bien que les gens dans la vie normale, se sont rendus compte très rapidement que la voiture était un marqueur social. Et Monsieur Kubrick n'avait qu'une envie, c'était que du premier regard, dès les premières images de son film, on puisse s'identifier au personnage, on puisse s'identifier à cette famille. Et donc quoi de mieux qu'une voiture qui, esthétiquement, représente parfaitement la voiture du peuple, on en parlera un petit peu après, dans laquelle il y a donc une famille de classe moyenne, voire ouvrière, qui nous permet de s'identifier parfaitement à eux. Mais du coup, cette Volkswagen Type 1, donc cette coccinelle, dont vous connaissez tous à peu près l'histoire, vous l'avez vue à peu près partout, puisque cette Volkswagen est très célèbre, ça a été la voiture la plus vendue pendant très longtemps. La coccinelle, la Type 1, elle a été créée par Ferdinand Porsche et elle a été commandée par Monsieur Moustache. Donc elle a effectivement envahi globalement l'Allemagne, d'où le pourquoi elle s'appelle la voiture du peuple. Mais tout ça, normalement, vous le savez déjà. Et de toute façon, on en parlera une prochaine fois, puisque dans d'autres épisodes, avec un genre différent de film, elle s'y retrouvera beaucoup de fois. Donc cet épisode, pour pas qu'il dure environ 857 ans, on va laisser l'histoire de cette voiture pour un autre. Allez, tu peux reprendre tes trucs là, vas-y. Let's go, je continue du coup. Vous le savez peut-être déjà, ou alors vous allez le découvrir doucement mais sûrement. Dans le cinéma, les réalisateurs aiment beaucoup la symbolique, que ce soit des couleurs, des formes, des images, des plans, du montage. La symbolique a vraiment un sens. Et là, en l'occurrence, il est très clair. Bon, alors, je sais pas si on peut aller jusqu'à la branlette de se dire que la couleur jaune, en fait, c'était parce que il montrait déjà un petit peu l'excentricité du père qui allait partir en couille pendant l'alcoolisme, et peut-être la couleur du jaune qui, en fait, rappelle le pastis, ou alors la couleur du blanc des yeux qui jaunit au fur et à mesure que l'alcoolisme envahit le personnage principal. Non, je crois que ça, c'est vraiment juste de la branlette. Mais en tous les cas, il faut le savoir que c'était quand même le fond du sujet du film, l'alcoolisme et la dépression et la négligence de sa famille. Alors oui, on dirait pas comme ça de prime abord, mais il faut un tout petit peu réussir à lire entre les lignes, mais c'est vraiment les sujets de fond qui ont été traités à la façon Kubrick. Mais c'est génial, on en a rien à foutre. Et oui, parce que Stephen King, qui avait écrit le livre, est pas très content de l'adaptation qu'en a fait Kubrick, parce que elle est très bien pour un film d'horreur, mais le problème c'est qu'elle remonte pas exactement les idées que Stephen King voulait mettre en avant dans son livre. Et en fait, peut-être juste que cette voiture jaune, elle était juste jaune parce qu'elle ressortait mieux, en fait, par rapport à l'image et au vert et au gris qu'il y avait dans tout le reste de l'image. Si vous avez une théorie, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, hein, ça fait plaisir. Dis-moi, t'as pas encore parlé de camion ou d'un autre truc que des bagnoles? Ça va venir à un moment où je me casse direct de la vidéo? Ouais, ça va aller, une seconde, j'en viens au camion justement, là, je suis à Stephen King encore. Vous allez voir, l'horreur et Stephen King, c'est quand même assez lié. Et donc on arrive sur le film Maximum Overdrive, qui met en scène un camion. Et oui, parce que du coup, en fait, Stephen King, son roman s'appelait Trucks, camion. Non mais je suis désolé, on a beau dire, hein, c'est quand même plus dur pour nous, créateurs actuels, qu'à l'époque. Hein. À l'époque, il y avait rien qui avait été fait, donc t'appelais ton roman camion ou voiture, ça marchait. Maintenant,
faut se creuser un petit peu plus la tête quand même pour sortir du lot. En vrai, imagine, ce serait incroyable si ta miniature de vidéo serait genre camion ou voiture. Ce serait une dinguerie en vrai. Non mais après l'évolution ça a du bon aussi, on va utiliser d'autres titres et tout, il y a la langue est riche, on va trouver des trucs. Et donc on arrive en 1986 avec ce film Maximum Overdrive, tiré d'une nouvelle qui s'appelle Camion par Stephen King, et réalisé le film aussi par Stephen King. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver un mec qui lui satisfaisait pour faire le film, et donc il a dit bah tu sais quoi, je vais le faire moi-même. Et vous allez découvrir tout comme lui, que c'est effectivement des métiers bien différents. Ce que raconte le film globalement, c'est que les machines, toutes les machines, que ce soit électronique, technologique, mécanique, ce que vous voulez avec Nick, prennent le dessus. Dans ce film, il y a quand même des distributeurs de billets qui insultent des gens. Oui. Et d'ailleurs, dans cette scène, il y a Stephen King qui fait un caméo. Bon, le personnage principal, c'est quand même un gros camion de la marque Western Star. Alors, on va en parler très rapidement de ce camion, qui a un masque de Joker à la place de la calandre. Je sais pas bien pourquoi. Qui veut tuer des gens avec l'aide de tous ses copains, pompe à essence et distributeurs de billets. Ça crée forcément des péripéties pour que les gens se sauvent. Ou en fait, les personnages se font prendre en otage par ces mêmes camions et un bulldozer Caterpillar D7 dans un endroit. Alors, le bulldozer, il essaie de faire du morse avec son klaxon qu'il y a un personnage qu'il arrive à comprendre et qu'il leur demande en fait de travailler pour eux et de leur trouver de l'essence. Parce que du coup, il leur faut de l'essence pour vivre. Et donc, en fait, ça deviendrait leurs esclaves pour leur faire de l'essence et les faire vivre. Quand je vous ai dit que Stephen King, les livres, ça passe encore, les films, on comprend bien qu'en termes de littérature, ça montre qu'en fait, les humains deviennent peut-être un petit peu esclaves de la machine, etc. D'accord, parce qu'il y avait la crise pétrolière, c'est ça qui a un petit peu donné ses idées à Stephen King, hein. Mais là, tu vas loin, mon frérot. Et donc, en fait, ils ont une super idée de se dire, on va prendre la fuite pour partir sur une île déserte que je connais, sur laquelle il n'y a pas de voiture et de trucs électroniques. Comme ça, on sera safe. Et en fait, ils courent dans un port, ils se font poursuivre par le camion Joker, là, et ils prennent la clé d'un bateau sur le cadavre de quelqu'un. Ils prennent le bateau qui démarre. Sauf que du coup, c'est aussi une machine, le bateau, donc pourquoi ils se retournent pas contre eux, je sais pas compris. Non, mais il y a une voile sur le bateau, tu vois bien qu'il y a une voile. Oui, non, j'ai bien vu qu'il y avait une voile, sauf qu'ils ont pris une clé, donc c'est bien pour le démarrer. Et d'ailleurs, on voit bien sur la scène finale que la voile n'est pas mise au début, donc ça veut dire qu'ils partent au moteur. Et vu qu'il y a un moteur, normalement, il est censé péter un câble, puisque même les pompes à essence pètent un câble. Et là, il a pas pété un câble, donc vraiment, je l'ai rien compris. Et je suis pas le seul à avoir rien compris, puisqu'en fait, ce film a eu une seule distinction, à savoir le Razzie Award, du coup, du pire film. Parce que pour ceux et ceux qui ne le savent pas, il y a les Oscars pour les meilleurs films, mais il y a les Razzie Awards, qui sont vraiment les prix dédiés aux pires films, dans toutes les catégories possibles et imaginables, évidemment, genre pire réalisateur, pire comédien. Bon, là, il l'a mérité, celui-là. Voilà. Après, il y avait des indices, vraiment, je peux vous donner une anecdote de tournage, par exemple, le directeur de la photographie, donc le poste que moi j'avais dans ma vie précédente, qui est donc le responsable de l'image du film, donc de filmer, de faire les lumières, etc., etc. Déjà, il parlait pas anglais, donc il y a dû avoir un traducteur tout le long. Et puis, qui plus est, alors il filmait avec sa petite caméra et tout, puis pendant le tournage, il s'est pris un éclat dans l'œil, donc il est devenu aveugle d'un œil. Ouais. C'est chiant pour un directeur de la photo, ouais. Et puis, on a une anecdote supplémentaire qui nous confirme un petit peu pourquoi il a bien mérité son Razzie Award. C'est que il a avoué qu'effectivement, à cette période de sa vie, il était alcoolique et drogué à la cocaïne. Bon, il avait fait quelques storyboards avant son film, mais quand il est arrivé sur le jour de tournage, il savait pas ce qu'il allait tourner, donc il était en roue libre absolue. Après, vraiment, Stephen, c'est sympa de nous l'avoir avoué, mais on l'avait vu. Revenons-en à notre camion, le Western Star, qui, comme son nom l'indique, était un camion qui était destiné à la côte ouest des États-Unis. C'est vraiment la gueule des camions américains tels qu'on les connaît, tels qu'on les imagine. Et d'ailleurs, petite information supplémentaire, parce que sur la marque Western Star, qui existe encore mais qui appartient à un autre groupe, finalement, on n'a pas tant d'informations intéressantes à l'époque. Il n'y avait pas 50 000 modèles différents. Il y avait celui-là, il était là, et donc je pense que dans l'industrie hollywoodienne, on l'a beaucoup utilisé parce qu'il était dans le coin. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un autre camion qui est dans notre inconscient collectif très présent, le W900 de chez Kenworth, qui n'est rien d'autre que le camion de C'est pas sorcier. Il a rajouté le bruitage, donc normalement j'ai pas l'air con. Parce que s'il a pas rajouté le bruitage, ça fait juste ça. Bon allez, 1988, Beetlejuice de Tim Burton. Vous connaissez Tim Burton, vous avez très probablement vu Beetlejuice. J'ai une petite anecdote dessus, parce que tout n'a pas des anecdotes immenses, parce que là typiquement, la voiture ne fait pas partie intégrante du film, sauf que c'est quand même le début quoi. C'est quand même dans une voiture que les gens meurent et qui fait que tout le film existe après. Donc ça a quand même un petit peu d'impact dans le film. Et cette voiture, c'est marrant, elle est de la marque Volvo, qui avait déjà réputation à l'époque pour être pas indestructible, mais en tout cas très très sécure. Et donc il n'y avait jamais eu de mort dans cette voiture. Et donc c'est très marrant que Tim Burton ait décidé de prendre une Volvo série 240 pour tuer ses personnages dans le film. Et oui, c'était une blague. Vraiment juste, parce que du coup c'était jamais arrivé. Donc c'était pour montrer à quel point ils n'avaient pas eu de chance de mourir là-dedans. Voilà. Donc ça conclut notre partie 1. On va pouvoir passer à la partie 2.
Bon bah on passe au film d'après, que vous connaissez aussi normalement au moins de nom. The Texas Chainsaw Massacre. Voilà, le massacre c'est mon accent anglais, très clairement. Et en même temps, est-ce que je vais vraiment utiliser le titre québécois? Ouais, s'il te plaît, je t'en supplie. Ok, et ben massacre à la scie. Alors, il se passe tout et n'importe quoi avec Massacre à la tronçonneuse, parce qu'en fait, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu genre quelques-uns. Bon, mais en tout cas, le premier, il est sorti en 1974. Et celui que nous, on connaît vraiment bien, c'est celui qui est sorti en 2003. Le remake de celui qui est sorti en 1974. Alors du coup, on va parler vraiment de celui-là essentiellement, puisque c'est celui-là qui nous intéresse. Et donc, dans ce film, en fait, il y a un truc intéressant, c'est qu'on a une voiture au début et une voiture à la fin. Et ces deux voitures, finalement, sont à la fois le véhicule qui les emmène vers la mort, et à la fois le véhicule qui sauve la seule personne qui est rescapée du film. Alors je vous spoil rien, a priori si vous aviez dû voir Massacre à la tronçonneuse, vous l'auriez déjà vu, sinon à un moment faut se réveiller. Comme je vous le disais précédemment, la symbolique dans le cinéma est importante. Et donc Tobe Hooper, le réalisateur de talent, de films d'horreur, et donc de Massacre à la tronçonneuse, qui nous a quittés il y a pas si longtemps d'ailleurs, l'avait bien compris et s'était dit que un film d'horreur, ça se passe souvent de nuit et dans des ambiances qui sont quand même assez communes. Eh bien, son objectif à lui, ça a été d'aller nous chercher là où on a le moins peur et là où on s'y attend le moins, c'est-à-dire en plein jour, dans des paysages parfaitement ensoleillés. Et ça, c'est très malin puisque ça lui ouvre beaucoup de possibilités en mise en scène. Et c'était important pour lui puisqu'il avait pas beaucoup de budget à l'époque pour casser le game. Et il a pourtant cassé le game puisque Massacre à la tronçonneuse est carrément devenu une licence, une franchise. Donc, bien ouais. C'était littéralement la première fois qu'on voyait un vrai film d'horreur en plein jour où il se passait quasiment tout en plein jour. Oui, après, ça n'a aucun rapport avec les bagnoles, quoi. Oui, mais j'y viens aux bagnoles, une seconde. Alors au début du film, c'est très simple, on a un Ford Club Wagon de 1971, qui n'est rien d'autre qu'une voiture dans laquelle on pouvait mettre plusieurs jeunes pour qu'ils aillent en vacances vers des destinations de soleil et de plaisir. Voilà, je pense que ça a vraiment été un choix uniquement par besoin de mise en scène. Mais en l'occurrence, c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'on ne sait pas vraiment, parce que le van de Scooby-Doo n'a pas vraiment de marque, on n'arrive pas à s'entendre sur quel serait le van de Scooby-Doo, mais ça pourrait parfaitement être ce Ford Club Wagon. Je l'ai juste là, la Mystery Machine en Hot Wheels. Mais pour la Mystery Machine, on a d'autres pistes, par exemple. Certains fans pensent que c'est un Dodge A100, mais en vrai, on ne sait pas, puisqu'il y a quand même pas de van qui ressemble exactement à ce qu'il y a dans les dessins animés, donc avec la roue à l'avant et tout. Il n'y a pas exactement de correspondance parfaite. À mon avis, c'est juste un truc qui a été inventé. Mais la Mystery Machine restera donc mystérieuse. T'as compris? Ouais, j'ai compris, ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. Et donc, à la fin de ce film, où tout le monde est mort, presque, eh bien, il y a une personne qui est encore vivante et qui s'échappe de l'antre de cette famille qui vraisemblablement adore manger des gens. Et donc, elle se sauve et se fait prendre en stop par quelqu'un dans une voiture, symbole de liberté. Et là, c'est en fait un peu plus intéressant puisque c'est un Chevrolet C10, un pick-up. Premier pick-up finalement aussi compact puisqu'à l'époque, les pick-up étaient des vrais utilitaires en fait, utilisés dans le milieu professionnel. Et là, Chevrolet s'est dit, il y a à mon avis un marché à prendre, puisqu'il faut qu'on crée du coup des pick-up directement accessibles aux gens plus normaux pour pouvoir en vendre plus, tout simplement. Eh ben voilà, le bon vieux capitalisme. Je me disais, dis donc, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé avec les États-Unis là. Oui, forcément. Il y a un moment, on est obligé d'en causer, et il s'avère qu'ils étaient plutôt malins, puisqu'il y avait en effet un marché à prendre et que ça a plutôt pas trop mal marché. Qui plus est, ils le proposaient en finition C, où c'était en fait juste une propulsion, parce que c'est comme conventionnel, quoi, en gros, pour dire que c'est normal. Et la finition K, je sais pas ce qu'elle veut dire, mais en tout cas, elle a 4 roues motrices. Donc, K pour 4 roues motrices. Non, bon, je sais pas. Et il y avait des choses novatrices quand même, c'était monocabine. Tu avais la suspension avant et arrière séparée, ce qui était important, évidemment, pour mettre de la charge. Mais sur un véhicule particulier, c'était pas vraiment commun. Conventional. L'accent pas top non plus, donc vraiment, ouais. Et donc Chevrolet, avec ce pick-up, a donc peut-être juste créé une nouvelle ère à cette époque. Et oui, puisque c'est une époque où le Dodge Ram n'existait pas encore, par exemple. Les séries F de chez Ford, comme les F-150 qu'on connaît maintenant, existaient déjà à peu près, mais il n'y avait pas tant de concurrence que ça sur le marché. Du coup, Chevrolet, ils en ont vendu 3 millions. Enfin, plus que 3 millions. Et ça, c'est pas dégueulasse. Et donc, petite conclusion qui nous montre qu'en fait, ce n'est pas l'objet qui pose problème, mais la façon dont on s'en sert. Ça y est, on est en 2003 et la voiture, on connaît bien. Voilà, on en a quasiment tous une dans la famille, dans nos entourages, on connaît des gens qui en ont une, on y monte très fréquemment. Ça fait très clairement partie intégrante de notre quotidien. Donc du coup, en fait, ça devient carrément commun de les voir dans les films. Nous nous retrouvons donc avec Destination Finale, alors la série des films, et notamment le premier en 2000 et le deuxième en 2003. J'ai une petite anecdote notamment sur ce film, notamment une Ford Mustang qui en fait change de génération pendant le même accident. Alors oui, vous allez comprendre, ça s'appelle juste un
faux raccord. Hein. Les hallucinés en ont fait de très bons contenus d'ailleurs. Mais en l'occurrence, cette Ford Mustang, pendant l'impact et pendant les divers plans, eh ben, elle ne change pas de plaque d'immatriculation, donc c'est bien censé être la même Ford Mustang, sauf que elle change de génération d'une face à l'autre, c'est-à-dire qu'elle passe d'une génération de 79 à une génération de 83-84 sur l'autre façade. Donc c'est intéressant, ça montre bien qu'il y a eu effectivement plusieurs prises et qu'ils ont dû casser plusieurs voitures et qu'ils ont même eu du mal à trouver les mêmes millésimes de voitures. Donc c'est juste pour faire un gros chai à la production et vous dire que je l'ai vu. Et que maintenant je ne suis plus le seul à l'avoir vu. J'ai pas beaucoup plus d'anecdotes sur les destinations finales, mais j'étais obligé de vous en parler parce qu'au vu des scènes mythiques qu'on a tous connues, que ce soit le carambolage, que ce soit la scène avec les troncs d'arbres du camion qui passent à travers le pare-brise, il y a beaucoup de scènes comme ça qui nous ont forcément marqué quand par exemple on est en train de suivre un camion qui va vers une scierie, on se dit oh là là, et si jamais sa cargaison lâche? On ne sait pas ce qui se passe. Si, on le sait très très bien ce qui se passe. Ouais. Donc on passe à la suite. Nous nous retrouvons donc en 2004 pour un film qui n'a absolument aucun intérêt cinématographique, mais qui va nous permettre de parler d'une voiture extrêmement intéressante, à savoir la Cadillac Eldorado. Oui, le film, tu peux quand même donner le titre. Il s'appelle Highwayman, la poursuite infernale. Oui, effectivement, c'est son titre, mais vraiment le film n'a aucun intérêt. C'est juste l'histoire d'un mec qui tue des gens depuis sa voiture, qui est une Eldorado de 72. Et ce même tueur psychopathe dans son Eldorado tue la meuf d'un mec qui fait une fixette dessus, qui veut le retrouver et le buter. Il retrouve, par des biais scénaristiques douteux, la seule survivante de ce psychopathe, et ils se mettent ensemble pour le buter. Enfin, le retrouver d'abord, et après le buter. Voilà, c'est globalement un AV. Mais la Cadillac Eldorado, elle est très intéressante à bien des égards. Parce que cette Cadillac Eldorado n'est rien d'autre pour Cadillac que son porte-étendard, son vaisseau amiral. La débauche de technologie dont ils font preuve se passe d'abord et avant tout dans cette Cadillac Eldorado à cette époque-là, à tel point qu'ils en sont très fiers et qu'ils la mettent à disposition du président Eisenhower en 1950 et quelques. J'ai plus la date précise. C'est en mai 1952, putain, tu pourrais pas écrire tes épisodes correctement? Oui, ok, j'essaye un nouveau format, donc merde. Voilà, oui, 1952, voilà. Et donc, effectivement, ça fait un petit peu parler, ça fait un beau coup de com'. Niveau marketing, c'est pas dégueulasse quand un président se trimballe dans ta bagnole. Ouais, enfin, sauf quand c'est Kennedy, hein. Bon, cette voiture, elle a des choses très intéressantes, en plus du fait que, a priori, ce serait la voiture de Ghostbusters. Et oui, c'est Electomobile, du coup, elle s'appelait comme ça. Mais elle a des choses plus intéressantes que ça dans son histoire et dans l'histoire de l'automobile. Déjà, son nom, l'Eldorado, d'où elle vient avec un nom aussi stylé. En fait, cette voiture, un petit peu comme beaucoup de choses de la vie, elle n'est par erreur. En fait, on se retrouve donc en 1952, où Cadillac sont appelés à faire une espèce de dream car, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, où ils font la débauche de technologie et de luxe qu'ils ont à l'époque, et ils en font un super coup de com', puisqu'effectivement le président Eisenhower fait son inauguration dans cette voiture cabriolet magnifique qui saute aux yeux de tout le monde et qui du coup montre à la marque Cadillac que beaucoup de gens montrent énormément d'intérêt pour cette voiture, et donc ils pourraient juste la commercialiser. Et donc du coup ils la commercialisent, point. Et oui, puisqu'en fait cette voiture, en plus d'avoir un look qui détruit absolument toute la concurrence, il y a beaucoup de technologie à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, c'est leur vitrine. Et donc il y a des suspensions pneumatiques en 1957, s'il vous plaît. Et oui, ça fait parler. Et effectivement, pour la commercialiser, il faut un nom. Il s'avère que ils ont lancé un jeu concours finalement dans leur entreprise. Ok, comment on va l'appeler? Celui qui trouve le meilleur nom, et on le choisit, on le garde. Et puis du coup, il y a un nom qui est ressorti, à savoir l'Eldorado. Et bien c'est Marianne Zukowski, qui était secrétaire du département des ventes, qui a trouvé ce nom Eldorado. Alors pourquoi ça lui est venu ce nom Eldorado? Et bien tout simplement parce qu'en 1952, ils fêtaient finalement les 50 ans de la marque Cadillac, et ils appelaient ça les Golden Jubilees. Mon accent anglais est toujours, les jubilés dorés. Voilà, et donc ils ont décidé d'en faire toute une série de calandres dorés, de rétro dorés, etc. À bas le chrome et vive le doré, je ne peux qu'acquiescer. Seulement elle se dit qu'il y a peut-être un lien à trouver. Eldorado, c'est là où on trouve de l'or, tout ça. L'Eldorado, là où on est prospère. Donc ça marchait, ils ont trouvé ça cool. Cadillac Eldorado. Il n'y a pas eu de promotion pour ça. Non. T'as peut-être oublié de dire aussi qu'Eldorado, ça voulait dire le doré en espagnol, tout simplement, non? Oui, écoute, je sais déjà pas bien parler anglais, alors je vais pas me risquer à l'espagnol non plus. Bon, et je vous en passe et des meilleurs sur cette voiture qui a vu naître des nouvelles technologies, comme par exemple passer en traction finalement, alors que tout était en propulsion depuis très longtemps aux États-Unis. Ils ont décidé de passer en traction parce que plus conduisible, etc. Et ça a bien marché pour eux. On en arrive à 2002, 50 ans après la sortie de cette Cadillac Eldorado. Et puis elle marche plus très bien parce qu'elle est remplacée par d'autres besoins, évidemment, que les énormes berlines luxueuses. Et donc en 2002, on décide d'arrêter la Cadillac Eldorado, voilà. Et d'ailleurs, je vous avais pas dit, mais en fait, il y avait deux versions à l'époque. La Eldorado Biarritz, oui, notre Biarritz à nous, effectivement, parce que c'était le summum de la classe et du luxe, et la Eldorado Séville.
parce que le soleil. Quoi qu'il en soit, cette voiture qui a inspiré beaucoup d'autres voitures de ce style nous a, nous, occidentaux, donné une vraie image des cabriolets américains qu'on voit dans tous les films de cette génération-là. Et donc c'est pour ça que je trouvais important de parler d'un des modèles de ces cabriolets emblématiques du cinéma américain, tout simplement. Voilà, on peut passer à la suite maintenant. On peut enchaîner sur un film que vous avez probablement déjà vu, ou bien dont vous avez déjà entendu parler de façon absolument certaine, Le Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino, à savoir Death Proof. Alors oui, pareil, hein, les Français, on a déconné grave pour la traduction. Donc là, les Québécois, ils ont eu raison, hein, voilà. On est donc en 2007, où Quentin Tarantino a vu tous les films dont je viens de vous parler. Quentin Tarantino adore le cinéma de genre, et donc il a vu tous ces films road movie, tous ces films où on met en scène des voitures tueuses et autres cascades farfelues, et il est fasciné par ça. Il est fasciné par les cascades, par les cascadeurs, et donc notamment par leurs outils de travail, à savoir les voitures de cascadeurs, et qui donc pour lui, qui visiblement développe beaucoup de fixettes sur des trucs très précis, genre les Yep par exemple, mais aussi les voitures de cascadeurs, qui sont à l'épreuve de la mort, Death Proof, t'as compris. Il est fasciné par le fait qu'on puisse créer des voitures qui te permettent de ne pas mourir à l'intérieur. Alors bon, déjà c'est pas tout à fait vrai Quentin, mais soit, j'ai compris le mood, j'ai compris le concept, et donc lui il décide de faire un film hommage à tous ces films, et surtout de mettre en avant au maximum, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de film avec des voitures et des cascades très impressionnantes, ce métier de cascadeur et de cascadeuse. Et oui, je dis bien cascadeuse, parce que Quentin Tarantino avait depuis très longtemps, et visiblement a toujours, avant qu'on découvre des doses Bresson, je l'espère pas, s'il vous plaît, pas Quentin. Mec, c'est obligatoire qu'à cette époque, il se soit passé des dingueries. Oui, mais pas avec lui, s'il vous plaît. Faites qu'il soit un mec bien. Parce qu'en plus, lui, son image, il veut vraiment mettre en avant les femmes et donc montrer les femmes fortes. Et je trouve ça super cool et super louable. Donc si j'apprends qu'il y a un truc fou, ça va m'énerver. Et donc dans ce film, Boulevard de la Mort, un cascadeur qui va tuer des gens avec sa voiture de travail, en fait. Donc de cascadeur, de stuntman. D'ailleurs, le mec s'appelle Stuntman Mike. Et il faut savoir que pour Quentin Tarantino, rendre hommage est un art. Et pour ça, il se dit que même la forme compte. Et donc, il veut faire de son film un film comme à l'époque qui s'appelle Les Grindhouse. Alors, je vais essayer d'expliquer ça très globalement. À l'époque, pour des soucis de thunes, vu qu'avec le cinéma, qu'il n'y avait même pas encore la télé, eh bien on sortait un film qui était en fait la première partie du vrai film qu'on allait voir. Et parfois, il y avait même plusieurs films avant le film qu'on allait voir. Et donc souvent, les Grindhouse, en fait, c'était un film en deux parties techniquement. Enfin, c'était deux films. Et donc lui, c'est pour ça qu'il aime, comme dans Kill Bill par exemple, faire plusieurs parties à ces films. Alors pour Kill Bill, c'est pas la même raison, mais peu importe, c'était pour vous contextualiser le truc. Et là, du coup, il a décidé de vraiment faire une Grindhouse où il y a en fait deux films en un film. Mais en fait, on peut le regarder en une fois, quoi. C'est pareil. C'est juste que dans son premier film, eh bien, le tueur, Stuntman Mike, il tue les filles qu'il va pourchasser, alors qu'en fait, dans la deuxième partie, et en fait, le deuxième film, eh bien, en fait, c'est les filles qui tuent le Stuntman Mike. C'est dur à dire, Stuntman Mike. Je vous laisserai voir le film, mais en tout cas, il se prend une sacrée dérouillée à la fin du deuxième. Et oui, parce que dans la deuxième partie où c'est les femmes qui gagnent, il y a d'ailleurs une vraie cascadeuse qui joue un rôle de cascadeuse. Parce que c'est une cascadeuse de cinéma qui joue un rôle de cascadeuse dans un film qui doit faire des cascades. Et ce bâtard là de Stuntman Mike, il a plusieurs voitures dans le film. Alors il a une Charger à un moment, et surtout, il a une Chevrolet Nova. Quentin Tarantino, il adore les clins d'œil, clac, comme ça. Et puis du coup, en fait, il a mis la même plaque d'immatriculation, alors pas dans le même état, mais c'est quand même la même plaque d'immatriculation que celle de la Mustang Fastback du film Bullitt de Steve McQueen. Voilà pour la petite anecdote. Mais ce n'est pas la seule, parce qu'en fait, dans ce film, les cascades sont toutes réalisées vraiment. C'est-à-dire que même à l'époque, on pouvait déjà faire un petit peu d'infographie. Il n'y en avait aucune, parce que c'était l'objectif de l'art de Quentin Tarantino de faire un vrai hommage. Donc là, vraiment, il voulait casser le game avec des grosses cascades qui ont coûté excessivement cher, tellement cher que ce film est un bide financier absolu. Mais ce qui est marrant, c'est que Quentin Tarantino, même quand il bide, en fait, ça reste un classique. Parce que Death Proof, c'est clairement un classique, quoi, du cinéma. Parce que les critiques sont globalement positives, et toutes les critiques négatives, c'est pour dire, oui, en fait, tu voulais juste faire des grosses cascades, vroom vroom, pam pam, casse voiture. Oui, en même temps, on avait compris, effectivement, le film, au bout d'un moment, il tourne en rond, quoi. C'est des cascades, casser des bagnoles pour casser des bagnoles. Tu sais, il y avait une chaîne sur YouTube, je sais plus comment elle s'appelait exactement, qui faisait à peu près pareil. Oui, je sais exactement de quelle chaîne tu parlais, ouais. C'est pas exactement ça quand même niveau budget, mais c'était ça en tout cas niveau intention, quoi.
tout cas, il les cassait joliment, ces bagnoles. Et ça, c'est intéressant parce que ça en a fait un film plutôt chouette en vrai. On peut noter plusieurs choses aussi sur ce film d'ailleurs, comme le fait que ce soit finalement un des seuls échecs de Quentin Tarantino. Enfin, toujours une fois mesuré, parce que c'est juste un échec financier, mais c'est quand même un échec. Et en l'occurrence, tout comme Stephen King au début de la vidéo, quand c'est un échec, à un moment, on peut comprendre pourquoi. Alors, il s'est avéré que Quentin Tarantino est donc réalisateur et a décidé sur ce film d'endosser le rôle de directeur de la photographie aussi. Il a voulu être les deux en même temps. Et donc, quand tu maîtrises pas un métier 100%, forcément, tu fais des conneries. Et oui, il y a eu des cascades extrêmement dangereuses réalisées en vrai, comme celle-ci par exemple. Là, elle s'est fait mal par exemple, voilà. Et oui, mais ça c'est comme ça, c'est l'histoire de la vie des cascadeurs et des cascadeuses. Et ça, Quentin Tarantino, il s'en fout parce que c'est pour ça qu'il voulait être directeur de la photographie. Il voulait vraiment mettre enfin en scène des voitures comme lui en avait envie. Et il n'avait jamais vu des voitures mises en scène comme il en avait l'idée. Et donc il a dit je vais le faire moi-même. Et il l'a fait lui-même. Au moins il va au bout de ses idées. Mais bon, dans ce film, on voit quand même par exemple à plusieurs reprises que les voitures roulent pas vraiment, elles sont plutôt sur des remorques. Puisque c'est comme ça qu'on filme des voitures dans le cinéma la plupart du temps. C'est plus simple, comme ça on a toute une équipe technique sur la remorque qui nous permet en fait de filmer l'intérieur de la voiture sans que les comédiens aient à réfléchir à leur texte, à leur jeu, à leurs intentions et conduire une bagnole en même temps. Et donc des fois ça rend pas très réaliste. Voire des fois ils oublient carrément de démarrer la bagnole. Nous arrivons en 2007 où je ne peux pas ne pas vous parler du film Sans plomb, comme le sang. Alors ça va aller quand même relativement vite, parce que ça a été un nanar bidesque 3000, mais ça vaut quand même le détour, parce que dans ce film où on est dans un futur complètement fou, où l'essence est tellement chère qu'en fait on peut plus faire rouler les voitures et tout, quoi, un truc qui peut pas arriver jamais, quoi. Il y avait plus d'essence dans ce film, et il y a un mec qui décide de faire une petite popote chez lui avec des légumes et je sais pas quoi, parce que c'est un professeur vegan, j'ai rien compris, qui en fait se coupe un peu, met du sang dans le mélange et se rend compte qu'avec le sang humain, il fait mieux fonctionner les voitures que l'essence. Et donc vous voyez la suite, du coup il est obligé de tuer des gens pour faire fonctionner ses voitures. En vrai, si vous aimez quand même ce genre de nanar, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est un peu marrant quand même. C'est très mal filmé, c'est très mal joué, il y a vraiment pas grand chose qui va, mais on lui trouve une excuse. Il avait 25 000 $ pour faire le film. Et ça, j'avoue que c'est quand même plutôt ambitieux de vouloir faire un long métrage avec ce budget. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais vous vous en doutez, c'est vraiment rien du tout pour faire un film. Un truc qui va du coup aller à l'encontre de ce que je viens de dire. Paranormal Activity, puisqu'on est dans l'horreur, vous connaissez peut-être, n'a pas de rapport avec la voiture, mais c'est juste pour vous donner l'info. 15 000 $ de budget il y avait. Ils ont fait 200 millions de recettes et c'est devenu le banger que c'est maintenant. Donc parfois, le budget n'excuse pas tout. Juste les bonnes idées, ça marche des fois. Voilà. Et sur ce, on peut passer à la dernière et troisième partie qui sont finalement des films un peu contemporains. Nous sommes donc en 2008 avec Stuck Instinct. Stuck Instinct. Instinct de coincé, je sais pas, qui est en fait tout simplement une histoire vraie. Comme on a pu le voir dans ces différentes parties, la voiture dans le cinéma d'horreur a eu différentes places, et là on arrive dans sa dernière phase, dans sa dernière transformation en date, où en fait elle n'a plus grande place. Elle existe juste parce que elle est le moyen de transport des tueurs ou le moyen de séquestration des tueurs. Mais en fait, la voiture n'est plus le centre de l'intrigue. La voiture n'est plus vraiment ce qui nous fait peur, tout simplement parce qu'on s'y est accommodé en fait. La voiture ne vous impressionne plus. La voiture est devenue tellement normale qu'elle nous fait plus peur, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, les réalisateurs ont quand même 2-3 trucs dans leur sacoche, notamment les faits divers, parce que la race humaine est suffisamment horrible elle-même, donc il n'y a pas besoin d'inventer des trucs comme ce fait divers terrible du meurtre de Gregory Glenn Biggs, qui était un monsieur qui se baladait dans la rue une soirée, quand une dame dont on s'en fout du nom rentrait au volant de sa voiture d'une soirée fort arrosée et avec une quantité d'MDMA dans le sang non négligeable, a renversé ce mec qui a donc traversé son pare-brise. Et alors, elle a eu une réaction somme toute étonnante, parce que plutôt que de s'arrêter pour voir comment il allait, ou bien encore d'aller à son secours, d'appeler la police, d'appeler les pompiers, je ne sais pas, de réagir normalement, elle a décidé de rentrer chez elle avec le monsieur à travers son pare-brise, de se garer dans son garage, toujours avec le monsieur à travers son pare-brise, de fermer son garage, d'aller dormir et d'attendre que ce monsieur meure dans son garage. Et comble de l'horreur, elle allait le voir de temps en temps pour voir s'il était mort. Et du coup, elle lui a pas apporté assistance alors que pourtant elle était infirmière. Donc vraiment, elle a pas d'excuse, quoi. Et du coup, elle l'a laissé mourir jusqu'à temps qu'elle se dise il faut que je l'enlève de mon garage. Donc elle a appelé des copains, ils l'ont jeté dans un parc à côté. Hop, en fait, elle avait été cramée par personne. Presque le meurtre parfait. Pourtant, rentrer chez toi avec un bonhomme à travers le pare-brise, je sais pas s'il faut la tenter celle-là quand tu veux commettre le meurtre parfait. Et pourtant, ce qui la perdra, c'est qu'elle s'en est vantée auprès de certains potes pendant une soirée. Et donc, ils l'ont dénoncée et du coup, elle a eu 50 ans de prison. Et ça me paraît pas cher payé, finalement, par rapport à ce qu'elle a fait. Vous faites ce que vous voulez de ce fait divers, mais je trouvais qu'il avait sa place dans le côté halloweenesque du thème, et parce que je le trouve sidérant. Et donc là, la voiture, je sais même pas ce que c'était, pour être honnête. C'était juste parce que c'est un film, quand même,
qui va dans la continuité de ce dont je vais vous parler maintenant, à savoir les films qui en fait n'ont plus trop de rapport avec les bagnoles. Il y a Rubber de Quentin Dupieux en 2010, si vous ne le connaissez pas, c'est un film qui met en scène un pneu Rubber, vraiment le pneu, un pneu tueur. Ouais, alors, ah oui, là, on est dans un cinéma vraiment de l'absurde. Quentin Dupieux, c'est un réalisateur spécialisé dans ce genre de cinéma. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, j'avoue, ça me fait beaucoup rire et je sais pas pourquoi ça me parle. T'as vraiment l'impression de regarder un rêve. Il se passe plein de trucs à la suite qui n'ont aucun foutu putain de sens. Mais tu comprends pourquoi t'es arrivé là et tout. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais attends, quoi? Je me suis téléporté à travers une porte, puis en fait, après, j'ai mis mon doigt dans une prise, ce qui m'a emmené directement dans la boulangerie où j'adore les pains. Je sais pas où ça va, mais ça va. Et donc, dans ce film, où le pitch est simple, hein, c'est un pneu qui est doté de pouvoirs psychokinétiques, je sais pas en tout cas, mais il tue les gens par la pensée. Si toutefois un pneu ça pense, en tout cas là il se concentre très fort comme ça le pneu et pouf, la tête des gens elle explose. Voilà, et il tue plein de gens. Sauf que dans ce film, bah en fait il y a une deuxième intrigue où il y a des gens qui sont des comédiens, mais qui en fait veulent plus être comédiens, donc ils aimeraient que les gens qui les regardent être comédiens meurent, donc eux ils veulent tuer les spectateurs pour que eux ils puissent arrêter d'être comédiens. Et en fait il y a un pneu en ce moment, et bon c'est un bordel. Voilà, j'ai pas trouvé la marque du pneu pour être honnête, j'ai cherché vraiment. Si quelqu'un trouve la marque de ce pneu, histoire au moins qu'on ait une information dans les commentaires un peu croustillante, parce que là j'ai rien de plus. Si ce n'est qu'à l'époque ça avait été tourné avec deux appareils photo, des 5D, vraiment des Canon 5D, des appareils photo qu'on pouvait acheter chez nous. Alors pas des appareils photo à 50 €, mais des appareils photo à 1500 €. Et pour du cinéma, c'était un petit peu couillu de sortir un film avec deux appareils photo comme ça, et 14 jours seulement de tournage. C'est intéressant. C'est tout. Ah oui, donc t'as pas mytho quand tu disais que c'est de moins en moins voiture, quoi. Là, on est sur on fait ce qu'on peut, quoi. On a trouvé ce qui restait, là. Oui, non, alors en fait, oui, parce que là, il y a It Follows, par exemple, hein, donc film d'horreur que vous avez peut-être vu, qui est plutôt bon, d'ailleurs, réalisé en 2014 par David Robert Michel. Bah écoutez, déjà l'affiche, voilà, c'est une voiture, et ce n'est pas n'importe quelle voiture, c'est là où on boucle la boucle. C'est quoi cette voiture? Vous la reconnaissez peut-être? C'est effectivement une Plymouth Grand Fury. Le cinéma inspire le cinéma, vous voyez? Oui, en fait, cette voiture, elle est juste là sur l'affiche parce que c'est une voiture qui inspirait, j'imagine, le réalisateur parce qu'elle fait un peu peur et qu'elle fait partie de l'histoire du cinéma. Et donc, il l'a mise là. Et en fait, c'est des jeunes qui kennent dans la voiture au début. Et sauf que elle fait un blackout et elle se réveille le lendemain attachée à un fauteuil roulant dans un endroit terrible. Et elle s'échappe et tout, sauf qu'il y a une vieille dame qui la suit partout, etc. Ils essaient de comprendre pourquoi elle suit partout et pourquoi c'est bizarre comme ça. Il y a des théories au vu du début du film qui disent que cette vieille dame qui apparaît un peu partout et qui te suit symbolise finalement une maladie sexuellement transmissible. Et en fait, il y a personne qui a confirmé ça et le réalisateur non plus. En fait, l'objectif du réalisateur, c'était de juste faire un cauchemar. Et il dit dans une phrase plutôt cool que un cauchemar, tu n'essaies pas d'en comprendre le sens, tu essaies juste d'y survivre. Et c'est vraiment le seul concept qu'il a essayé de mettre en image. Et je crois que c'est plutôt réussi là-dessus. Mais moi, j'avais besoin d'avoir du sens dans un film, donc j'avoue qu'il me faut un peu plus que ça. Mais bien joué, ça marche, en vrai. Et on se retrouve avec Believe Me, enlevé par un tueur, en 2018, réalisé par Jim Donovan, qui en fait est juste atroce. Vraiment, l'histoire est atroce, puisque c'est une histoire vraie d'une jeune fille qui se fait enlever par un tueur et qui réussit à s'échapper. Et si je vous parle de tout ça, c'est pour en revenir au sujet dont j'ai déjà parlé par le passé, qui est qu'en fait, dans cette génération contemporaine de films d'horreur, les voitures n'ont qu'une place minuscule finalement et ne sont que des objets qui ne sont plus du tout personnifiés et qui ne sont finalement que des vecteurs, mais qui ne sont pas néanmoins dépourvus de nous faire ressentir de la peur. Je m'explique. Lorsque dans des films maintenant, par des biais de mise en scène, de plans et de suivi, on arrive à comprendre qu'une voiture, par exemple, a telle gueule, genre une camionnette, on le sait tous dans notre inconscient collectif, c'est des tueurs pas cool qui sont dans des camionnettes un petit peu vétustes, etc. Et donc quand tu vois une vieille camionnette dans la nuit, cachée quelque part, bon, si t'es dans le bois de Boulogne, c'est autre chose, mais par contre, si tu es dans un endroit près de chez toi et que tu vois qu'elle te suit du coin de l'œil, t'es pas serein, a priori. Et ça, c'est aussi grâce à cet inconscient du mélange de la réalité et de la fiction qu'en ont fait les réalisateurs de films, pour arriver à nous faire peur, peut-être aussi en nous sensibilisant tout simplement à ces phénomènes qui sont terrifiants, parce que dans cette société dans laquelle on vit, il se passe pas toujours des choses très chouettes. Et là où je veux en venir, c'est que du coup notre inconscient collectif nous amène à avoir une peur un peu intrinsèque finalement de ce genre de situation. Et donc dans les films, on en joue. Mais voilà le rôle des voitures à l'heure actuelle, et je finirai donc par le film Hérédité, sorti en 2019 et réalisé par Ari Aster, et qui me permet quand même de reparler d'un modèle de voiture, la Volvo V70 XC, que vous connaissez très probablement, qui a d'ailleurs
existait en version R. Il y a 2-3 petits trucs à vous raconter sur cette voiture, mais tout d'abord, je vais vous expliquer son rôle dans le film, qui est à peu près le même que dans les derniers films dont je vous ai parlé. En fait, c'est juste un objet qui lui permet aux personnages principaux de se déplacer d'un endroit à un autre, à savoir un frère et sa petite sœur, qui est en train de faire une crise d'allergie à des cacahuètes, et qui est en train de s'étrangler sur la banquette arrière, et qui donc, pour prendre sa respiration, sort par la vitre de la voiture. Son frère évite un cerf-mort au milieu de la route, sauf qu'en évitant ce cerf-mort, il se rapproche tout près d'un poteau, ce qui décapite sa sœur au passage. Voilà, voilà. Si vous voulez un petit peu de trauma violent comme ça, ce film est pas mal pour ce genre de truc. Tu t'y attends pas à celle-là. Voilà, je viens de le raconter, donc du coup si. Mais il y a des moments surprenants dans le film. Celui-là, il te dit, tiens dis donc, te fait repasser l'objet de voiture comme quelque chose de dangereux, et donc qui peut initier la peur par d'autres biais. Et je trouve ça plutôt intéressant, cinématographiquement parlant. Donc à regarder. La Volvo V70 est en fait le break Volvo. Alors il faut déjà que je vous explique ce que c'est un petit peu toutes les lettres et les chiffres dans ce nom de Volvo V70 XC. Alors chez Volvo, il y a plusieurs gammes et donc qui sont stipulées par les chiffres 40, 60, 70, 80, bref, chez Volvo, il y a des chiffres pour donner la gamme dans laquelle tu te situes. V, c'est aussi pour la forme de la carrosserie, et donc le V qui nous dit break, 70 qui nous dit la catégorie, c'est-à-dire un équivalent aux séries 5 et classe E de l'époque pour s'inscrire dans une gamme globale. Et nous avons le XC qui a été rajouté puisque c'est un peu un équivalent de l'Audi A6 Allroad, c'est-à-dire la version break mais 4K-isée, plus de carénage plastique et un petit peu rehaussé, puisqu'il est proposé deux versions possibles de la V70, à savoir en traction ou bien en all-wheel drive, donc en 4x4. Eh bien, nous savons à quelle version nous avons affaire dans ce film. Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Pas nécessairement, puisque visiblement la tenue de route n'en a pas été améliorée pour cette belle glissade, évitement poteau, je pourrais dire lucarne, dans le jargon du foot. Tout ça pour vous dire qu'on est vraiment sur du Volvo basique, c'est-à-dire du solide, du sécu et du confort, mais pas dans l'extravagance. Voilà, on a vraiment un 5 cylindres, 2 litres 5 essence, le 5 cylindres Volvo très chouette d'ailleurs, qui est poussé jusqu'à quasiment 300 chevaux sur la version R. Alors ils ont oublié ça actuellement Volvo, ça y est, ils ont arrêté. Ils savaient pas trop à l'époque s'ils se mettaient un petit peu là-dedans quand même ou pas. Et ça, le R, c'était vraiment très cool. D'ailleurs, si vous me trouvez un V70 R quelque part, je veux rouler ça, je veux faire un essai de ça. Donc s'il vous plaît, manifestez-vous en commentaire si vous avez du V70 R. Je suis plutôt chaud. Je parle des anciennes, moi. Hein. Si vous avez des nouveaux, des récentes, ça m'intéresse plus. Moi, je veux des anciennes, moi. Voilà. Donc cette Volvo V70 qui devient le bras armé de l'horreur pour nous amener dans des situations toujours plus ubuesques. J'utilise des mots incroyables, nous ont amené à finir cet épisode. Est-ce que ce format vous a plu déjà? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de vous trouver des anecdotes, j'ai essayé de vous expliquer des modèles de voitures pour lesquels je n'aurai jamais un essai complet parce qu'il n'y a pas suffisamment de choses intéressantes à dire, mais que là, ça avait sa place de vous en expliquer un petit peu l'histoire et un petit peu les spécificités. Parfois, il n'y a pas suffisamment d'informations à donner, donc on parle un petit peu cinéma, mais comme je vous ai dit, l'objectif c'est de toucher à pas mal de sujets, mais toujours avec le point central qui est la voiture, la moto, etc. Tout comme ce sera le cas dans les épisodes futurs. Donc si vous avez envie de proposer vos idées, vous n'hésitez pas, je vous lis en commentaire et je vous écoute. Si vous n'en avez pas, eh bien écrivez un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir, parce que c'est comme ça que vous pouvez soutenir mon travail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like, et puis on se dit à très vite. Voilà, ce tournage a duré une éternité, parce que j'ai pas l'habitude de tourner ce format, donc j'ai mal aux jambes d'être debout, quoi. Surtout qu'en plus j'aurais pu mettre par exemple d'autres couleurs, genre, tu vois, je peux passer en ambiance, oh là là, j'aurais pu animer, tu vois, tout ça. Et ça, j'y ai pas pensé encore, mais ça laisse des voies de progression. Là, tout de suite, c'est une autre vidéo, là, d'un coup. Ça y est, là, tu vois, on change de mood. Ouais, à plus, c'est ça, faut qu'il arrête là, c'est bon, c'est la fin, il est fatigué, maintenant on arrête tout. À plus, ciao. Il y a une araignée là depuis tout à l'heure, d'accord. J'ai presque eu peur en vrai.